Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public et pardon de vous y accueillir avec cette voix de Roghomme. Nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Matthias Fekl, avocat et ancien ministre de l'Intérieur, Lucille Schmid, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nostra. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro, j'ai dit une bêtise, je crois. Non. Ah bon, pardon. Je crois que c'est Terra Nova. Terra Nova. Et Lionel Zinsou. On te sent saisi par les grandeurs d'établissement. Et Lionel Zinsou, président de la fondation Terra Nostra. Cosa Nostra. Terra Nova. Bon, non seulement j'ai la voix de Roghomme, mais je suis percé de part en part par les lazzi de mes camarades. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Comment la mode se fout du monde ». Il est ainsi chapeauté « L'industrie de la mode préfère dévoiler ses nouvelles collections plutôt que ses ateliers de confection ». Mais l'effondrement du Rana Plaza en 2013 à Dakar a ouvert les yeux sur le sort bien peu enviable des ouvrières de la fast fashion. Mal payées, maltraitées, celles-ci sont les soutières d'un système qui exploite la misère. Catastrophe sociale donc, catastrophe environnementale également pour le secteur textile, responsable de davantage d'émissions carbone que le trafic aérien et le transport maritime réunis, mais aussi d'importantes pollutions chimiques des sols et des eaux. Ce qui n'a pas empêché le cycle de la surconsommation de s'accélérer à grand renfort de ventes en ligne et de campagnes marketing agressives. Dans notre bada, si c'est pour la culture, on a déjà donné, nous avons mis en ligne mercredi dernier une conversation avec David Azoulay, le patron de l'École supérieure de réalisation audiovisuelle, l'ESRA, conversation à propos de la formation et de l'évolution des métiers invisibles du cinéma, de l'audiovisuel et de l'animation, les sondiers, les éclairagistes, les cadreurs, les dessinateurs, bref, tous ceux qui, de l'autre côté des plateaux, sont essentiels à la production. Les inscriptions pour notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne le dimanche 7 novembre sont ouvertes sur notre site, qui vous permet aussi de nous soutenir de vos contributions volontaires et détaxées. Nous allons maintenant nous intéresser à notre premier sujet que nous avons adossé au livre publié par le directeur du département Opinion de l'IFOP, Jérôme Fourquet, et par le journaliste Jean-Laurent Casselli, livre intitulé « La France sous nos yeux ». Dans ce livre, les auteurs analysent les grandes métamorphoses de la France depuis le milieu des années 80, accélération de la désindustrialisation, apogée de la société des loisirs et de la consommation, poursuite de la périurbanisation, hybridation des traditions populaires sous l'influence de la mondialisation, syncrétisme spirituel et religieux, autant de réalités nouvelles qui structurent en profondeur un pays qui a irrémédiablement changé depuis la fin des Trente Glorieuses. Dans la France d'après, une nouvelle hiérarchie des territoires s'est mise en place en fonction de leur degré d'attractivité incarné par le prix du mètre carré, avec une lutte des places qui fonctionne en cascade. À l'ombre de la France triple A, composée des villes touristiques, des bords de mer, des montagnes, la France des banlieues et des couronnes périurbaines, des zones rurales sans cachet ou éloignées des sites remarquables, constitue la France backstage. De vastes territoires pavillonnaires occupent une place intermédiaire que les auteurs ont baptisée mode de vie plaza majoritaire du nom de l'animateur d'une émission télévisée de recherche de logement avec Happy End. Si les classes moyennes n'ont pas disparu, Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli estiment que nous assistons depuis plusieurs décennies à un processus de bipolarisation à la fois par le haut et par le bas. Un effet de sablier perceptible dans l'univers de la consommation et des loisirs, avec d'une part la premiumisation des offres destinées aux classes moyennes supérieures et d'autre part l'apparition d'un second marché et d'une économie de la débrouille, illustrant le désarrimage progressif
du bas des classes moyennes. Les professions peu qualifiées dont les effectifs croissent sont celles des ouvriers de la logistique, femmes de ménage, agents de sécurité, chauffeurs VTC, auxiliaires de vie. Leurs membres, parfois baptisés de premiers de corvée ou travailleurs essentiels depuis la Covid-19, forment le back-office qui exerce les activités de soutien de la société de marché. Des nouvelles professions surgissent en marge de la santé dans la sphère du bien-être individuel, d'autres sont liées à la numérisation et à la complexification croissante de la société de services. Désormais, la possession d'un diplôme est indispensable pour travailler, le niveau Bac+2 est nécessaire pour accéder à la classe moyenne et un Bac+5 est requis pour exercer les fonctions d'encadrement ou liées à l'économie de l'innovation et du numérique. Dans le domaine spirituel, parallèlement à la perte d'influence du catholicisme, et tandis que la religion musulmane est montée en visibilité avec un développement de son audience qui illustre l'essor du marché halal, une autre religion connaît un essor significatif, celle des évangéliques. Dans la carte politique de la France d'après, les trois forces politiques dynamiques ces dernières années, le Rassemblement national, les écologistes et l'AREM, sont des partis d'avant pour représenter les clivages nouveaux surgis de la France d'après. Sur cette question, Lucile Schmitt. Oui, merci beaucoup Philippe. Au fond, ce livre dont vous venez de parler et ce qu'il raconte, c'est un peu la suite de l'Archipel français, le livre précédent de Jérôme Fourquet, qui déjà nous avait alertés sur le fait que nous pouvons nous poser la question d'avoir un destin commun lorsqu'on vit en France. N'y a-t-il pas plutôt une archipélisation de notre société ? Et ce livre confirme, carte à l'appui, je trouve que c'est un des points les plus intéressants du bouquin, si je puis dire, c'est ce nombre de cartes traitées d'une manière très qualitative. C'est-à-dire qu'on n'est ni dans un sondage, ni dans un rapport du plan, mais on est en quelque sorte dans une carte interactive qui nous décrit un destin qui a pu être commun et qui risque de ne plus être commun. J'en donne quelques exemples et je trouve que cette géographie qui est dessinée est vraiment très frappante. Par exemple, on reprend conscience que Lannion, en Bretagne, a été dans les années 70 une sorte de Silicon Valley française. On s'aperçoit que Tonnerre, dans l'Yonne, est une ville qui, au fond, vivait pour fabriquer des magnétoscopes Thomson. Et l'un des points les plus frappants du livre, c'est évidemment la disparition de l'emploi industriel, puisqu'il nous rappelle que l'industrie représentait 24% du PIB français en 1980 et qu'aujourd'hui, c'est en 2019 autour de 10%. Nous étions une grande nation industrielle. Serons-nous demain une grande nation de consommation ? C'est un des points essentiels posés par le livre, qui nous rappelle par exemple que l'un des premiers actes des Gilets jaunes en novembre 2018, c'est d'avoir été à Euro Disney et d'avoir demandé la gratuité pour entrer à Disneyland, parce que au fond, quelque part, l'idée d'accéder à des loisirs comme les classes moyennes supérieures était un des enjeux de ce mouvement. Deuxième élément très, très intéressant, la question de la modification de l'emploi. C'est-à-dire que dans ces villes où il y avait de l'emploi industriel, où c'est translater l'emploi, en dehors du fait que Jérôme Fourquet nous avait déjà raconté dans l'archipel français que lorsqu'il y a un taux de chômage très élevé, c'est pas une découverte, mais c'était dit d'une manière très claire et très quantitative, lorsqu'il y a un taux de chômage élevé, la corrélation avec le vote Rassemblement national est aussi très élevée. Il nous rappelle, et Tonnerre à l'appui, cet exemple de cette ville de Lyon m'a vraiment marqué, que lorsqu'il n'y a plus d'emploi industriel, il y a une translation quelque part vers l'emploi public et notamment l'emploi social, l'emploi hospitalier, et que à côté de ça, il y a un déclin démographique. Donc c'est un livre qui, sur le qualitatif, adosse ça à des chiffres de l'INSEE. Et du coup, ce qui me semble important, c'est que ce portrait de la France est un portrait quelque part en décomposition. Et l'enjeu qui est devant nous, c'est la question de refaire société. Comme disait Jacques Donzelot il y a déjà quelques années, ça ne me rajeunit pas. La France peut-elle refaire société autour d'un projet commun ? Ce livre est à la fois le récit d'une dynamique, je trouve, de décomposition et une fresque. Mais à partir de là, le troisième mouvement qui reste à construire, et évidemment dans cette campagne pré-présidentielle, c'est une question qui est ouvertement posée. C'est par hasard si ce livre paraît maintenant. C'est refaire société. Est-ce que c'est autour d'une dynamique qui est une dynamique plus sociale, plus écologique, une dynamique, vous parliez de fast fashion, qui au fond rompt avec ce modèle de consommation. Pour l'instant, le portrait de la France n'est pas un portrait d'une France qui ne consomme pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Au contraire, la seule latitude qui nous est laissée, c'est au fond de consommer et puis quelque part, lorsque nous en avons les moyens, de changer de territoire. C'est un point aussi très intéressant du livre puisqu'ils ont réalisé une carte à partir de la consultation des fiches Wikipédia
quand vous consultez une fiche pour aller soit en week-end, soit pour changer de résidence, au fond, on peut regarder le nombre de fois où la fiche d'une ville a été consultée. On s'aperçoit que Bordeaux, Nantes, évidemment, Biarritz surtout, parce que Biarritz, c'est un des exemples frappants du livre aussi. Biarritz prend la place du Luberon aujourd'hui dans la façon dont les Français veulent se translater quelque part. Tout ça nous dit quelque chose sur la fin d'une moyennisation, comme disaient les auteurs. Au fond, nous sommes dans une classe supérieure qui est encore moyenne, mais qui s'évade. Et à travers ça, c'est un phénomène de déclassement qui est décrit. La question des gilets jaunes, au fond, n'est pas derrière nous, elle est devant nous pour cette campagne présidentielle. Mathias Fekl. C'est un ouvrage passionnant, et ça a été dit avant moi, en particulier en raison des différentes approches qui sont croisées. C'est-à-dire on est à la fois dans une enquête, dans une carte, dans des analyses démographiques, dans du qualitatif, et ça se lit, je trouve, presque comme un roman. C'est une plongée dans la France contemporaine. Alors, moi, j'ai été élu d'un territoire qui correspond à certains de ces critères, en Lot-et-Garonne et dans la circonscription de Marmande, où on voit bien, dans le courant des dernières décennies, ce qui s'est passé. À la fois une désindustrialisation, une disparition progressive de toute une série d'emplois, l'existence parallèlement de secteurs très dynamiques, l'aéronautique, certains domaines de l'agriculture, une filière bois quand elle réussit à se reconvertir, et puis greffer sur tout ça, plus qu'un sentiment, une réalité à la fois de déclassement et puis d'éloignement. Et je trouve que le livre met bien le point sur cela aussi, sur toutes les raisons qui font que des pans entiers de la société française aujourd'hui se disent les évolutions de demain, les grandes mutations de la mondialisation, les grandes ruptures technologiques, au fond, ne sont pas pour moi, et je n'y retrouverai pas d'opportunité. Ça, c'est fatal, parce que la difficulté à faire société, comme disait Lucile juste avant, vient aussi du fait que énormément de citoyens se disent d'abord, mon avenir, il est incertain, celui de mes enfants sera moins bon que le mien. Donc, là-dessus, il y a un diagnostic extrêmement précis, et ce n'est pas le moindre mérite de ce livre que de poser vraiment à la fois des mots, des chiffres sur des réalités qu'on a tous intuitivement pu constater dans nos vies, nos contacts, nos déplacements ou nos lieux de résidence. Ensuite, il y a la question de que faire et comment aller de l'avant. Là, je pense, le propos du livre n'est pas tellement d'ailleurs de faire des préconisations de politique publique, c'est de poser un diagnostic. Il y a un besoin de mobilisation très fort, à la fois d'un retour du volontarisme public et politique sur des politiques de long terme. Une des choses, à mon avis, qui explique aussi tous ces phénomènes, c'est que on a le génie tous les 5 ans de détricoter ce qui a été fait de bien avant. Donc il y a une absence de continuité, alors que les défis nommés sont tellement gigantesques qu'il faut des politiques à 20 ans sur certains grands travaux, certains équipements, sur l'éducation, sur la laïcité, sur tous ces défis-là. Et puis il y a un besoin de mobilisation de la société dans son ensemble. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est finalement la difficulté qu'il y a à mettre tout cela en mouvement. Il y a un essor un peu partout d'initiatives formidables, de gens sur le terrain qui font des choses, mais tout cela ne crée pas un phénomène de boule de neige qui entraînerait notre pays dans plus d'optimisme et dans plus d'entrain. Et il me semble que c'est sur ces deux aspects-là qu'il faut jouer pour la suite. Oui, vous dites une difficulté à mobiliser la société, mais le tableau qui est décrit dans La France sous nos yeux, c'est précisément le tableau d'une société qui est défaite. Et donc, on ne voit pas très bien comment mobiliser, parce qu'elle ressemble un peu, vous savez, dans les dessins animés de Tex Avery, là, quand il y a un personnage qui tout à coup se défait comme les kaléidoscopes en petits morceaux, on a un peu cette impression-là. En 30 secondes, il y a une juxtaposition de société, et donc il y a une juxtaposition de mobilisation. Et des gens qui, sur leur domaine, font des choses extraordinaires, mais ça ne s'intègre pas dans un grand récit, dans un grand projet. Je pense que c'est la continuité, en réalité, du diagnostic posé. Lionel Zinsou. Alors moi, je m'associe au compliment sur un livre passionnant, des analyses, franchement, où on apprend quelque chose toutes les 10 lignes, parce qu'on n'était pas très familier de la statistique du nombre de baptisés en fonction du vote par parti. On n'était pas familier de toute l'économie du cannabis marocain et sa façon de remonter par la 9 ou par la 10 jusqu'au consommateur. Enfin, je ne suis pas tout à fait sûr de dire comme Mathias que c'est un roman formidable,
Parce que moi, je trouve que ça ressemble peut-être plutôt au quid. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'était, cet ensemble de données actualisées tous les ans et qui faisait best-seller. Donc, il y a un côté quid de la société française. Donc, c'est un chef-d'œuvre analytique. En revanche, je pense que, d'un point de vue synthétique, c'est un tout petit peu plus faible. Pourquoi ? Parce que c'est un peu un livre de l'air du temps. Ce qui est extraordinaire, c'est que son auteur, étant un spécialiste de l'opinion, mais à l'IFOP, on fait des études d'opinion politique, et donc Jérôme Fourquet est un politologue, mais en fait, on ne vit pas de cela, ni à l'IFOP, ni à la Sofres, ni chez CSA. On vit des études marketing pour les entreprises. Et donc, on retrouve tout à fait cette culture d'arriver à définir toutes les petites communautés fragmentées auxquelles on va pouvoir vendre des yogourts à la fraise bio, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que la communauté à laquelle on va vendre des yogourts nature par 16, si vous voulez. Et donc, il y a ce côté incroyablement analytique de l'étude de marché. Et on finit par projeter ça sur la société. Et donc, est-ce qu'on peut passer du marketing à la sociologie ? Est-ce qu'on peut passer du marketing à la sémiologie ? Est-ce qu'on peut dire « je suis le nouveau Roland Barthes » ? Je ne suis pas sûr. Et je pense que du coup, ça cache énormément de phénomènes. Alors, il y a quelque chose qui est quand même haletant dans ce livre, c'est le pathos. C'est-à-dire, il n'est question que de destruction d'emplois, de changement, de gens incapables de faire société, etc. Donc, il y a un côté pathos qui est absolument fascinant. Cela étant, la société française, elle n'est pas du tout dans une situation de pathologie. Il y a énormément de facteurs d'inclusion. Par exemple, il dit, on détruit des emplois tous les jours. Enfin, quand on lit ce livre, l'emploi se défait, la désindustrialisation est une tragédie. Bon, écoutez, en 50 ans, au lieu qu'il y ait 4% de chômage, il y en a 7%, donc c'est grave. Au lieu qu'il y ait 14 millions d'emplois salariés, il y en a 28. Donc il faut bien que quelque part, il y ait eu un basculement. Donc l'auteur n'est pas du tout schumpeterien. Il ne pense pas du tout que la destruction est créatrice. Il pense, parce que c'est l'air du temps, et parce que c'est ce que les lecteurs veulent entendre, que la France est en train de se défaire. Bon, moi je crois qu'il faut être un tout petit peu plus schumpeterien, elle est juste en train de changer. Alors, il y a comme ça des omissions sur la France inclusive qui sont extraordinaires. Si vous voulez, la couverture sociale des Français, qui était élémentaire, est devenue incroyablement couvrante, est devenue presque universelle. Je veux dire, on indemnise maintenant le chômage des professions libérales, toute la santé est pratiquement en tiers payant, tout le monde est couvert par des retraites satisfaisantes au point où le revenu des inactifs est supérieur au revenu des actifs. Enfin, une société qui a des mécanismes sociaux d'une puissance unique. Une société qui est l'une des rares sociétés dans les pays d'économie avancée à avoir vu progresser l'égalité. Alors, si c'est dans les 3 dernières années, il y a eu une inégalité, ça devient les titres des journaux. Enfin, en attendant, la dynamique d'égalité a fortement progressé. L'harmonisation des comportements est extraordinaire. Quand on parle de premiumisation, alors oui, il y a les gens qui prennent le TGV pour aller à Biarritz, qui sont les influenceurs, dit-il, et qui ont manifestement une vie de vacances assez agréable. Et puis, il y a des gens qui vont chez Fram et qui prennent EasyJet low cost. Enfin, grosso modo, ils font la même chose. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus raisonnable de prendre EasyJet ou je ne sais quelle compagnie low cost parce que ça démocratise fortement le voyage et les vacances et que ça libère du pouvoir d'achat d'une façon considérable. Il n'y a pas un mot sur la progression du pouvoir d'achat, même en période de crise. Le pouvoir d'achat est maintenu dans des périodes de crise absolument sans précédent, comme la crise actuelle. Donc, tous les facteurs d'inclusion de la société française, d'harmonisation, tout ce qui va contre l'idée de fracture sociale est omis. Alors, je ne dis pas du tout que ce soit un livre qui fait du mensonge par omission. Je dis que c'est une synthèse qui joue sur l'affolement par omission. Et l'affolement par omission, ça correspond comme ça à ce sentiment devant un changement accéléré qui est effectivement aujourd'hui dans l'esprit public quelque chose de dominant. Mais c'est juste l'inquiétude devant le changement. Alors sur l'usine est partout, la désindustrialisation. D'abord,
La désindustrialisation, franchement, pour les économiques, c'est un peu plus complexe. Il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas dans l'usine et qui se passent dans les services et qui auparavant étaient dans les entreprises industrielles, qu'on ne compte plus dans le PIB de l'industrie. Bon. Le fait que l'agriculture se soit défaite avant l'industrie, bon, c'est possible. En attendant, elle a produit beaucoup plus de biens, elle a produit beaucoup plus de revenus avec 2% de la population active qu'avec 50% de la population active. C'est un progrès de productivité considérable qui libère les gens pour faire ce qu'ils veulent et notamment ce qu'ils veulent, c'est consommer de la santé, des services, des loisirs. Est-ce illégitime ? Quand on dit « Ah, mon Dieu, il n'y a plus d'usine », mais est-ce qu'on se rappelle de ce que c'était que la vie dans l'usine d'il y a 40 ans ? Est-ce qu'on se rappelle de ce qu'était l'espérance de vie ? L'espérance de vie d'un salarié quand il est à la retraite, aujourd'hui, elle est de 15 ans. Elle n'est pas de 15 mois. Est-ce qu'on se rappelle ce que c'était que l'usine ? Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'exaltation du passé pour s'affoler sur le présent. Ça fait un best-seller, ça fait une lecture haletante, ça fait pas tout à fait un roman et ça fait pas tout à fait une vérité. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je ne voudrais pas être sévère pour Lionel, mais il y a quand même un côté dans ce qui vient d'être dit du plaidoyer du docteur Pangloss contre Voltaire. C'est-à-dire tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors je crois que c'est vrai ce que dit Lionel. C'est vrai qu'il y a tout un ensemble de progrès, d'indicateurs qui nous conduisent à ne pas devoir regretter le monde d'hier, qui est un monde dur, violent, fermé, à bien des égards, et dont que nous soyons incapables de vivre et d'accepter. Mais il reste que je ne pense pas qu'on puisse dire que les auteurs ont une lecture pessimiste, une lecture nostalgique. Je crois que c'est pas exactement ça. Ce qu'ils disent simplement, et qui est, à mon avis, très juste, très fondamental et très, très perturbateur, c'est que le monde que la société française est éclatée. Elle n'est pas nécessairement vouée à la guerre civile. Il y a des ferments de guerre civile parce qu'un éclatement porté aux extrêmes, c'est quelque chose qui développe de la radicalité et qui développe des guerres d'isolat, si je puis dire. Ce que montre très bien Jean-Marie Guéhenno dans son livre, c'est effectivement que la société s'organise comme une sorte de juxtaposition d'isolats, et d'isolats qui ont tendance à aller jusqu'au bout de leur logique. L'antiraciste ne devient pas simplement le défenseur des Noirs, il devient l'adversaire des Blancs. Le combattant pour le droit à l'orientation sexuelle devient un critique de l'hétérosexualité. Le militant féministe devient quelqu'un d'hostile à l'homme en tant que tel. Donc tout ça s'aggrave et il y a des ferments donc de radicalité et de lutte, mais l'essentiel, c'est surtout le fait que le nœud social s'est complètement desserré sur deux plans. Sur le plan, les deux catégories fondamentales de Kant, sur le plan de l'espace et sur le plan du temps. On voit bien que nos sociétés sont donc des sociétés de juxtaposition de micro-sociétés de plus en plus définies, autodéfinies, définies par elles-mêmes, et d'autre part qu'il y a une rupture générationnelle avec le passé qui s'explique par, qui se manifeste de différentes manières, dans l'ignorance de l'histoire, dans le conflit des générations, dans le fait que avant jeunesse, on disait « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », et maintenant on dit l'inverse. On dit « si vieillesse savait », et si jeunesse pouvait. Il y a donc une tension extrêmement forte entre les générations, et donc cet univers est profondément décomposé, et les deux auteurs
en analyse les différentes formes, qu'il s'agisse de l'aménagement du territoire, de la vie industrielle, enfin de la vie économique, de l'école, de la classe moyenne. Alors, c'est ça qui est saisissant. Et pour des gens ce qui est notre cas, dans différentes positions qui sont les nôtres, où on essaie de porter quand même un regard et une action sur la cité, dans la cité, c'est quelque chose d'extrêmement troublant, car quelque chose d'extrêmement difficile à traiter. Alors, c'est pas d'ailleurs d'une folle originalité. Ce livre est très bon, il systématise avec un luxe de travail, enfin vraiment les auteurs ont travaillé énormément, il systématise tout un ensemble de données, mais on avait ça présent à l'esprit. Je donnerai 2 exemples. Emmanuel Todd, qui est un peu cinglé de temps en temps, mais qui est génial quand il n'est pas cinglé, avait très bien montré, il y a très longtemps, que le concept de classe moyenne, les couches, était un concept assez douteux et qui s'expliquait par une phase conjoncturelle assez précise, qui était la disparition de la population agricole, enfin ça, et le gonflement des classes moyennes supérieures, mais que ça ne donnait pas naissance à un ordre véritablement différent. Il montrait notamment de façon assez convaincante que les employés et les ouvriers étaient très liés, ne serait-ce que par les liens du mariage. Et donc, cette crise de la moyennisation qu'analysent nos 2 auteurs, elle est déjà présente. Je pense aussi à ce qu'a écrit Le Goff, sur quand il reprend les études qui avaient été faites par Laurence Wiley sur les villages du Vaucluse, etc., il montre bien que nous sommes passés dans des villages où on faisait de l'artisanat, on vivait pauvrement, misérablement. Et là, Lionel a raison de dire c'était pas un idéal de faire de la vannerie dans une ville moyenne, un gros bourg du Vaucluse. On est passé de cela à autre chose qui est le musée de la vannerie. Le syndicat d'initiative, de l'argent public, et on montre à un public comment on faisait de la vannerie. Alors tout ça n'est pas très nouveau, mais est très réel. Alors le problème que ça pose, on va en reparler, parce que moi je crois qu'il faut analyser évidemment les conséquences politiques, parce que ce qui me paraît caractéristique de la situation, et je n'irai pas plus loin, c'est que l'ensemble du personnel politique est devant cette évolution à peu près dans les dispositions d'esprit d'une poule qui aurait trouvé un couteau. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais dire une chose sur cette analyse, c'est que quand même elle parle certes de la France, mais elle parle aussi beaucoup de la mondialisation. C'est-à-dire qu'elle parle d'un processus de mondialisation économique. Moi, j'étais très marquée, par exemple, par ce que dit le livre sur Alcatel et le choix d'un modèle fabless, c'est-à-dire, au fond, être une entreprise industrielle qui produira ailleurs qu'en France les produits qu'elle va ensuite vendre. C'est-à-dire que c'est fabless, n'est-ce pas, sans fabrication. Oui, sans fabrication, fabless. À l'oral, ça passe moins bien qu'à l'écrit. C'est une fable en plus. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que au fond, ce choix d'un modèle de mondialisation où on articule au fond ce que chaque pays fera en fonction de ses avantages comparatifs. Lionel nous invitait à avoir un raisonnement plus économique et plus global, plus social aussi. Je pense que c'est avec la pandémie, et c'est là que ce livre est vraiment assez intéressant, même si je ne sais pas si j'appartiens à la confrérie de ceux qui achètent les yaourts bio ou par 16 peut-être, c'est une nouvelle confrérie. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à la lumière de la pandémie et donc des modifications de comportement que ce moment de décroissance obligatoire a induit, vous nous parliez, Philippe, par exemple, de la fast fashion. Moi, je pense qu'il y a eu une accélération d'une prise de conscience que la mondialisation économique telle qu'elle était pratiquée, et financière également, n'était pas sans doute le bon modèle. Et je dis sans doute parce que je veux être nuancée. Donc, à partir de là, est-ce que ce livre n'est pas au fond une espèce de révélateur du fait qu'il faut assez radicalement changer de modèle, de projet, et notamment de projet politique? Par rapport à ce que vient de dire Jean-Louis, évidemment, le livre n'ouvre pas les perspectives politiques, mais il nous invite à en ouvrir, et ça me semble être quelque chose d'assez fort. Je prends un exemple par rapport à ce qui a été dit par Lionel sur la question de l'agriculture. Vous nous dites, Lionel, au fond, avec 2% ou 3% de la population active, les agriculteurs produisent, je ne sais plus, vous êtes plus un partisan des chiffres que moi, vous produisent en tout cas
beaucoup plus qu'il ne produisait avant la Seconde Guerre mondiale. Mais dans le même temps, ce qui est très intéressant, je me rappelle qu'on m'avait dit qu'il n'y aurait plus d'agriculteurs au fond au XXIe siècle, il y en a beaucoup moins, mais aujourd'hui le débat sur l'agriculture et l'alimentation est au cœur du débat politique. Jamais on ne s'est autant intéressé par rapport à l'avenir de la PAC, par exemple. Jamais on a eu autant un débat sur qu'est-ce que je mange et de la fourche à la fourchette, comment est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir me réimpliquer pour savoir comment est-ce qu'on produit, comment est-ce que ce que je mange et comment ça se passe ailleurs qu'en France. Donc il y a un débat, me semble-t-il, très, très actif que les chiffres de Fourquet ne reflètent pas parce que, comme on vient de le dire, c'est une analyse rétrospective, c'est-à-dire que c'est à partir du passé, depuis les années 80, qu'il résonne, et c'est une fresque à l'instant T. Il ne nous donne donc pas la dynamique éventuellement positive que nous avons à construire, mais il nous invite certainement à éviter de penser que la décomposition est automatique, et en ce sens, ce livre est assez salutaire. Après, deuxième élément important, me semble-t-il, cette question de la démoyennisation et de la façon dont, effectivement, il y a un déclassement et par ailleurs une gentrification qui s'effectue sur l'ensemble du territoire. Est-ce que ça signifie que nous sommes capables d'avoir un projet commun avec les Gilets jaunes ? Je préfère le dire d'une manière assez provocatrice. C'est une question que pose le livre assez ouvertement. Ou est-ce que, comme le disait Mathias, nous allons avoir une série de mondes parallèles, de mondes qui coexisteront, mais qui à un moment entreront en conflictualité, comme le disait Jean-Louis. Nous sommes au bout de la construction des mondes parallèles et l'enjeu, c'est les frictions qui existent aujourd'hui entre ces mondes et la façon dont nous allons les résoudre démocratiquement. Mathias Fekl. Je pense qu'il y a un enjeu autour de la société figée, c'est-à-dire l'idée qu'on est presque assigné à une identité sociale, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais que le passage, la mobilité sociale est de plus en plus complexe. Ça, c'est terrible parce que ça crée du désespoir. Je pense qu'on peut accepter à un moment donné d'être dans une situation d'inégalité par rapport à quelqu'un d'autre si on se dit que par son travail, par son mérite, les choses peuvent changer, ce qui est quand même moins le cas aujourd'hui. Et il est vrai qu'on a la chance d'être dans un pays où l'État-providence existe. Il est vrai aussi que dans des départements entiers, vous mettez des mois et des mois et des mois pour avoir accès à un médecin spécialisé, un ophtalmo par exemple, ou à des soins dentaires. Ah oui. C'est quelque chose de terrible. Non, mais je sors d'en prendre pendant 6 mois, j'ai perdu mes dents. Je confirme absolument la difficulté qu'il y a à trouver des dentistes en période estivale. Oui, et alors ensuite, dans certains territoires, c'est en plus tout au long de l'année. Moi, j'ai des souvenirs très précis là-dessus. Et de la question des déserts médicaux, par exemple, qui est très durement ressentie, c'est pas un slogan politique. C'est une réalité. Donc, il y a cette question de la société figée et comment la remettre en mouvement. Alors, certainement, moi, je suis d'accord là-dessus, pas par un retour à un passé idéalisé. Ça, c'est plus adapté à au monde d'aujourd'hui. Et puis, d'ailleurs, on voit que les jeunes, aujourd'hui, contrairement à ce qui est souvent dit, sont peut-être pas politisés au sens classique, mais ils ont énormément de projets de changement. Ils s'impliquent différemment. Simplement, ils constatent aussi que parfois, par une application, par une mobilisation, par des lancements d'actions comme ça, les choses peuvent changer beaucoup plus vite en réalité qu'en s'impliquant dans des partis ou dans des institutions. Donc là, il y a une réconciliation à construire aussi. Et puis après, il y a la question de l'échelle d'action européenne et internationale. Parce que le diagnostic, il découle aussi de toute une série de décisions de politique économique mondiale qui ont été prises depuis le début des années 80, depuis le début de l'ère Reagan, pour faire vite et peut-être un peu trop caricatural, mais quand même, toutes les dérégulations, la manière dont l'État s'est lui-même dépossédé de toute une série d'outils d'intervention, la manière dont on a fait rentrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce au début des années 2000 avec des clauses ambiguës, avec des difficultés ensuite à pouvoir vérifier les chiffres pour purement et simplement respecter des règles de concurrence loyale, qui est quand même la base, tout ça, ça se paye et nous conduit aujourd'hui à cette situation difficile. Lionel Zinsou. Oui, alors, il y a quelque chose de naïf, en fait, dans beaucoup des synthèses. Pas du tout dans les analyses, je trouve très intéressantes, mais dans la synthèse. Par exemple, cette espèce de fascination pour le fait que consommer est désormais le but de toute la société. Bon, réinventer que nous sommes dans une société de consommation effrénée. Bon, si vous voulez, fait un siècle que la consommation, ça représente 75% de la production, 75% de la richesse, 75% du PIB. Donc voilà, il se trouve qu'on a de plus en plus de croissance et de richesse, et donc on consomme de plus en plus, enfin d'une façon assez stable. Sur la mondialisation,
Lucile, il y a des choix qui sont des choix anciens de la France. C'est-à-dire, c'est là que, si vous voulez, le sondeur d'opinion n'est quand même pas très historien. C'est depuis la deuxième moitié du 19e siècle que la France a fait un choix, qui est peut-être regrettable pour un ancien ministre du Commerce extérieur, mais dans lequel la France achète les actifs du monde entier plutôt que de développer de la production sur son territoire. Si vous voulez, il y a toute une litanie sur la désindustrialisation, par exemple, dans l'automobile. La France n'est plus une grande puissance automobile et elle est en déficit en matière automobile. Il se trouve simplement que dans les 5 premiers groupes automobiles français, mondiaux, il y a 2 Français. Pourquoi ? Parce que de 2 choses l'une, ou vous faites à l'allemande et vous développez la production locale, ou vous achetez, quand vous êtes Renault, Nissan, Samsung, Dacia, et vous continuez comme ça, vous faites la même chose dans les véhicules industriels, et vous êtes un propriétaire d'actifs mondiaux. Vous êtes la famille Peugeot à Sochaux, vous créez beaucoup moins d'emplois à Sochaux, mais il se trouve que vous avez acheté Opel, Vauxhall, Fiat, Jeep. Bon, je veux dire, il se trouve que c'est pareil dans le luxe, et il se trouve que c'est pareil dans l'agroalimentaire. Alors, comme c'est un livre tout de même extrêmement franco-français, du coup, on ne se met pas du point de vue des Belges, par exemple. On leur a acheté la Générale de Belgique, on leur a acheté Tractebel, on leur a acheté toutes leurs centrales nucléaires, on leur a acheté leur FINA, leurs activités pétrolières. On a juste acheté la Belgique. Et qui est on ? Mais c'est les grandes entreprises françaises. Et c'est un choix qui n'est pas de 2010, c'est un choix des années 1880. De la même façon, on avait énormément investi dans l'Europe de l'Est de la fin du 19e siècle. C'est un choix absolument constant. Quel est le premier groupe alimentaire italien ? C'est évidemment Lactalis, dont le siège est à Laval, qui n'est pas une ville italienne connue pour, si vous voulez, ses œuvres de la Renaissance. C'est une ville de Mayenne, d'où on dirige quoi ? On dirige Galbani, Parmalat, etc. C'est-à-dire, on a acheté... Bon, je vous passe le jour où le cabinet italien, sous M. Berlusconi, s'est réuni d'urgence parce que la France venait d'acheter dans la même semaine Bulgari pour LVMH, Parmalat pour Lactalis, Montedison pour EDF. Et on commençait à se dire, il y a quand même un péril considérable. Donc la mondialisation n'est pas subie, elle est décrite là comme si elle était subie, elle dégrade pas mal la société, la production, elle nous désindustrialise. Mais enfin, il n'y a pas de pays au monde qui achète plus d'actifs productifs du reste du monde. On peut poser la question dans la campagne électorale, comme tout le monde tombera des nues, je crains que ça ne fasse pas un grand débat, mais c'est pas subi. Il faut faire attention à la naïveté de l'analyse quand elle est trop proche la petite fragmentation marketing qui est quand même le petit défaut intellectuel. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est tout à fait vrai. Moi, je ne suis pas du tout un adversaire de la mondialisation, loin de là. Mais on a acheté, c'est pas ce dont parlent nos auteurs. Nos auteurs, ils parlent des Françaises et des Français qui travaillent. Quand on produit en France, on produit en France. C'est chacun d'entre nous, c'est les ouvriers, les cadres, etc. Quand on achète, ce sont des gens extrêmement remarquables, comme M. Pinault, M. Arnault, quelques autres qui achètent des actifs, et ça intéresse effectivement la vie concrète des gens au Bangladesh ou ailleurs, ou qui produisent des voitures, ou en Roumanie. Bon, la critique ne porte pas, me semble-t-il, sur le bon sujet. Le sujet, c'est la société française. Et là où je suis en désaccord, Lionel, c'est qu'on ne peut pas dire que la France n'a pas industrialisé. La France a un modèle industriel qui est extrêmement précis, qui a été très bien analysé par Gérard Noiriel dans son livre sur les ouvriers, il y a déjà 40 ans, et qui montre que la caractéristique de la France, c'est que la paysannerie a globalement pris le pouvoir politique à la faveur de la Révolution française et a bloqué l'exode rural, à la grande différence des industriels, des paysans anglais qui, avec les enclocheurs, se sont massivement déportés vers Lancashire et Yorkshire et ont participé à cette aventure prométhéenne de l'industrialisation anglaise, alors que nous avons une aventure qui est beaucoup plus humaine, beaucoup plus modérée, mais qui est
toutes les statistiques le montrent, celle de Lévy-le-Voyer, celle de Crouzet, etc., montrent que nous avons eu sur 2 siècles et demi un progrès constant, régulier, une croissance régulière. Simplement, à cause de ça, elle a été nourrie par l'immigration, ce que parvient mal à comprendre Zemmour, par exemple. Elle est nourrie par l'immigration. Dès Louis-Philippe, l'industrialisation française se nourrit de l'immigration belge, puis de l'immigration italienne, puis de l'immigration polonaise, puis de l'immigration ibérique, puis de l'immigration maghrébine, et enfin de l'Afrique noire. Donc on a corrélé à une aventure industrielle quand même magnifique. Napoléon III, c'est pas n'importe quoi. Sur le plan industriel, on a corrélé à cette aventure industrielle une immigration. Voilà, moi, ce que je ressens là. Je voudrais bien parler de politique, mais je ne sais pas si on aura un troisième tour. Le troisième tour risque d'être assez bref. Mathias Fekl, donc j'en appelle à la brièveté générale. Mathias Fekl. Non, je fais très bref. Je voulais simplement réagir aux propos de Lionel. À mon avis, c'est pas du tout contradictoire. Ce qui a été décrit est tout à fait vrai. Oui. Mais on ne se place pas au même niveau d'analyse. C'est-à-dire que oui, la France est une puissance dans la mondialisation, un pays qui, pour énormément de secteurs, le luxe, l'aéronautique, la pharma, l'automobile, l'agriculture, l'agroalimentaire, etc., et d'autres encore, la chimie, on pourrait multiplier, et respecter les infrastructures, beaucoup de nouvelles technologies, est un pays extrêmement respecté, dont les savoir-faire, la qualité des ingénieurs, la main-d'œuvre formée, tout ça est vrai. Mais pardon de la citation, mais ça me fait penser un peu à la phrase de Coluche qui disait « Ils vont être heureux, les pauvres, d'apprendre qu'ils vivent dans un pays riche ». Et le livre, c'est un peu ça. C'est-à-dire que on voit effectivement de magnifiques entreprises qui deviennent des empires mondiaux, et puis dans le même temps, des gens qui se disent « Comment je m'y retrouve là ?» Et est-ce que finalement, cette mutation-là ne va pas, pour moi, être totalement préjudiciable ? Gilles Schmitt. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on emploie le terme de puissance pour la France et que, par ailleurs, ce que nous ont dit les Gilets jaunes et ce que raconte ce livre, c'est un sentiment d'impuissance. Et donc, nous ne sommes pas seulement dans un pays riche avec des gens qui, au fond, se disent « mais pourquoi est-ce que je n'en bénéficie pas ?» Ils ont aussi ce sentiment d'impuissance par rapport à tout ce qu'on nous dit en termes géopolitiques. Donc ça, c'est un point essentiel. La deuxième chose, c'est quand même ce que nous a révélé la pandémie, c'est-à-dire que notre relation à la Chine a évidemment été brutalement dévoilée en termes, pour le coup, de dépendance. Et le fait que nous ayons choisi un modèle industriel où nous achetons des actifs plutôt que de les produire sur notre territoire ne signifie pas qu'il faut persister dans un modèle aussi dans un modèle aussi structurant. Et le débat actuel sur la relocalisation des activités industrielles, par exemple tout ce qui se dit sur la question des semi-conducteurs et de notre dépendance par rapport à l'Asie, est un débat extrêmement intéressant. Donc il y a quelque chose autour de ça qui est important. Et puis la question, c'est aussi comment est-ce que ça induit une crise de la représentation, c'est-à-dire au fond, qui me représente lorsque je me sens dans l'impuissance et qu'on me dit que la France est un pays riche. C'est d'ailleurs une question qui est posée à Emmanuel Macron, qui a projeté la question française sur le front européen et sur le front mondial avec, je trouve, un vrai talent, sur le front européen en tout cas. Mais représente-t-il pour autant ceux qui se sentent impuissants en France ? Cette question de la mondialisation et de la façon dont elle induit une crise de la représentation est quelque chose d'assez passionnant. Mais pourrons-nous la résoudre avant la campagne présidentielle ? Peut-être qu'Éric Zemmour a tort, Jean-Louis, mais je crains qu'il n'ait autour de lui des gens qui se disent profitons du fait qu'aujourd'hui, le sentiment d'impuissance est quelque part porté à son paroxysme dans une grande partie de la population française. Oui, mais Lucille, c'est de tous les temps. C'est comme le ludisme du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cassaient les machines à vapeur. Aussi avec 2D, c'est compliqué à l'oral. Pardon. Oui, ce n'est pas ludique, le ludisme. Mais c'est un mouvement de révolte. D'après c'est Jean-Marc Daniel. C'est un mouvement tout à fait compréhensible que dans la destruction créatrice, si vous voulez, ce livre, il est du côté de la destruction et de la phénoménologie de la destruction, de la représentation de tout ce que ça veut dire sur le plan sensible, émotionnel, politique, de la destruction. Et puis au total, dans la destruction créatrice, il se crée beaucoup de richesse, beaucoup d'inclusion, beaucoup d'engagement. Moi, ce qui me frappe dans la société française, c'est que ce n'est pas
un défaut pour les jeunes, comme disait Mathias, de se sentir engagés et engagés dans la vie associative et d'avoir eux-mêmes les solutions, beaucoup plus que de les attendre des politiques. C'est un progrès. C'est différent du passé. Mais cette phénoménologie du changement et cette espèce d'exaltation des situations des minorités qui perdent au changement font oublier que dans la destruction créatrice, c'est la création qui l'emporte et un pays qui est fantastiquement plus riche, moins pauvre, plus égalitaire, moins inégalitaire qu'il n'était il y a 50 ans. Et la vie quotidienne des usines et des salariés agricoles de 1950 ne peut pas être, évidemment, l'horizon du futur, mais même pas la nostalgie du présent. Jean-Louis Bourlange pour la politique en 4 minutes 50. Comment le personnel politique réagit-il à cela? La tendance spontanée, c'est d'occuper des parts de marché. C'est évident, chacun essaie. Hidalgo, par exemple, c'est typique. Elle se présente, elle met main basse sur les enseignants, je double le salaire. Zemmour s'attaque, je défends les Français catholiques qui en ont marre de la mise en cause de leur religion, et on peut énumérer toutes les catégories. Il y a une espèce de fragmentation générale. Alors, ça pose... sur Zemmour, ça pose un problème intéressant, parce qu'il est en pleine contradiction. Car en réalité, il est porteur de la nostalgie d'une France unie. Ce qu'il veut, c'est réaffirmer l'identité française, une identité fantasmatique. Comme Maurras, il invente une France et il essaie de dire que ça correspond à la réalité. Mais dans le même temps, alors là, il pratique en même temps d'une façon absolument tragique. Dans le même temps, il cultive totalement la discorde nationale, la division d'une partie des Français contre l'autre, le salut de la France par l'exclusion de 5 millions de gens à qui on promet quoi? Le départ ou les dragonnades. Parce que, franchement, il faut se convertir. Alors, on n'a plus les dragons de Monsieur de Louvois, mais c'est ça, le changement de prénom étant le symbole de cette affaire-là. Donc, il est dans une contradiction fondamentale, car il cultive précisément ce contre quoi il prétend agir. De l'autre côté, quelle est l'attitude de Macron? C'est très intéressant. Macron a fait un choix au début du quinquennat, qui était le choix de jouer la carte des individus. Il estime que ce qui compte, et on voit bien la télévision, la radio, qu'est-ce qui compte? On ne parle que de sexe, que de la façon dont on couche, avec qui on couche, comment on couche, etc. Que de ce qu'on mange, avec qui on mange, c'est ce que les interdits religieux, les interdits non religieux, la mode, le fitness, etc. De la façon dont on vit, dont on habite, et on regarde l'appartement, les émissions de télévision sur les logements, son petit logement qu'on fabrique, on le recompose, etc. Ça devient, il y a une espèce de saturation de l'espace public par des considérations privées, très légitimes d'ailleurs. Ce que je viens de dire, c'est très important de savoir comment on aime, comment on mange, comment on vit, comment on se transporte, etc. Mais c'est du domaine privé. Alors, il est parti de cela en disant, mon modèle, c'est libéral, individualiste, et social. C'est un peu le modèle du blairisme, c'est-à-dire je vais donner à chacun les moyens de vivre la compétition sociale à égalité. Alors ça a été, par exemple, la retraite à points, ça n'a pas marché, mais c'était l'idée. La formation permanente, une petite bourse donnée à chacun où on gérait cette affaire-là. Les grands corps, on supprime l'ENA, on va créer une relation de mobilité individuelle au sein de la haute fonction publique. Et ce qu'on voit, c'est que ça correspond à quelque chose de profond, mais que ça génère de l'angoisse. Et donc, comment réinventer quelque chose de plus collectif? Et c'est très difficile. Et moi, je suis un vieux prof. Et je pense que le seul axe par lequel on pourrait reconstruire quelque chose, c'est la révolution de l'éducation. Je crois que ça pourrait être le point focal d'une société qui se retrouverait et qui pourrait gérer à la fois les problèmes d'inclusion immigrée, les problèmes d'ascenseur social, les problèmes de mise à niveau technologique, les problèmes d'une vie en société. Alors
je ne crois pas, moi je ne fais pas société. Je ne crois pas qu'on fasse société. Je crois qu'on est une société ou qu'on ne l'est pas, mais je crois qu'on ne la fabrique pas comme ça. Mais je crois effectivement que c'est une des dimensions du macronisme. Elle est incarnée par Jean-Michel Blanquer. Peut-être n'a-t-il pas eu les moyens, mais en tout cas, il faut absolument, si on veut traiter le problème politique français, offrir à nos concitoyens un point focal par lequel ils puissent gérer, penser, traiter l'ensemble des problèmes qui sont ceux de notre société. J'ai pas mentionné l'écologie, mais j'y pense aussi, car je crois comme Gérald Bronner, que c'est par la révolution cognitive qu'on résoudra le problème écologique. Je voudrais marginalement, à l'intervention de Jean-Louis, poser une question. Cette histoire des prénoms, l'autre jour, sur un réseau social, j'ai vu quelqu'un, je ne sais pas du tout ce qu'il fait, et je ne lui veux ni bien ni mal, ou plutôt du bien, puisque je veux du bien à l'humanité tout entière, qui s'appelle Kevin Bossuet. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été profondément choqué qu'on puisse s'appeler Kevin Bossuet. Non pas que je veuille que tout le monde s'appelle Jacques Bénigne Bossuet, mais il m'a semblé que la question se posait de savoir si Kevin pourrait être, dans l'avenir zémourien, un prénom autorisé, surtout d'ailleurs s'il est... Bossuet est un nom de famille autorisé. Bossuet est un nom de famille recommandé, même. On va perdre quand même beaucoup en biodiversité des prénoms, quand même. Moi, j'ai un petit-fils qui s'appelle Ayodélé, je vais sur le site de M. Zemmour, il va falloir que le rebaptiser Marcel. Oui. Vous avez vu ce site qui traite par la dérision la proposition absurde de Zemmour sur les prénoms, qui permet de vérifier si son prénom est bien français. Moi, j'étais inquiet en ce qui me concerne, et il semblerait qu'il soit bien français, mais il vérifie si le nom correspond, et s'il ne correspond pas, il vous propose un autre nom. Donc, je trouve que c'est une manière humoristique de... C'est Marcel. C'est comme dans les familles bourgeoises avec les domestiques. Vous vous appellerez Suzanne. Marie. Mais certaines minorités, entre guillemets, bien intégrées, ont deux prénoms déjà. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui sont chinois du Laos, et dans leur famille, ils ont un prénom chinois et ils ont un prénom français par ailleurs. Donc, il y a aussi cette façon dont cette dualité a déjà été mise en place par dans ma famille, mes filles ont un prénom Yoruba ou Fon, en plus de... Marie-Cécile, il y a des choses, Émilie, des choses classiques. Et puis, vous pouvez accoler un prénom tamoul à côté d'un prénom français. Il y a aussi beaucoup de jeunes avec des prénoms qui ne sont pas français au sens du calendrier des saints, par exemple, mais qui sont parfaitement intégrés. Je pense qu'il faut et qui correspondent aux séries aussi. Et qui correspondent à des séries télévisées également. Il y a un élément symbolique. Voilà, il ne faut pas perdre en biodiversité des prénoms. Je souhaitais seulement faire une remarque marginale. Je vois que j'ai créé un véritable sujet. Et l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des Braises, que j'ouvrirai avec un sujet, ou plutôt avec un film qui a à voir avec le livre dont nous sommes partis et le débat que nous avons eu, puisque c'est Debout les femmes, le film de François Ruffin et de Gilles Perret, qui retrace le parcours d'une mission parlementaire sur les métiers du lien, c'est-à-dire sur les auxiliaires de vie pour personnes âgées, sur les accompagnants d'élèves en situation de handicap, sur les femmes de ménage, etc. Et la mission parlementaire en question est tirée par un attelage disparate de François Ruffin, qui est un député mélenchoniste à poil dur, et Bruno Bonnell, qui est un député macronien pur tweed et de stricte obédience. Et cette mission se déroule pendant le confinement, souvent dans des conditions de protection très imparfaites pour ces femmes qui sont sur le front de tous les malheurs et dont les plus chanceuses gagnent à peine 1 000 € avec des horaires de travail intenables et pourtant tenus. Toutes les qualités de documentariste des auteurs sont au rendez-vous de la relation de cette mission, qui aboutira à une proposition de loi visant à améliorer et harmoniser les rémunérations, à compter les temps de travail invisibles, à mettre en place une formation continue, à prévenir les accidents du travail, etc. Et celui qui croyait à la Startup Nation et celui qui croyait à Nuit debout se casseront les dents sur une Assemblée nationale dont on cherche encore à comprendre comment elle a pu refuser un pareil texte. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, je voulais recommander la lecture d'un ouvrage très intéressant d'Amit Bozarslan, L'antidémocratie au XXIe siècle, qui compare en fait l'évolution des régimes iraniens, russes et turcs, et qui, donc paru au CNRS édition, et qui nous montre en fait évidemment les points communs entre ces trois, il récuse le terme de démocrature, il choisit d'appeler ça des régimes antidémocratiques, quelque part pour susciter une sorte de réveil démocratique. C'est d'ailleurs ce que j'avais envie de dire pour conclure un petit peu notre thématique, qui est qu'il ne faut pas oublier que la
démocratie est une chance. Et cette question de la lutte contre les institutions, quelque part, qui a été portée par les Gilets jaunes, montre aussi que nous ne regardons pas assez à nos portes comment certaines institutions sont dévoyées. C'est ce qu'explique Amit dans ce livre. Il montre comment, au fond, on peut endosser des habits qui semblent démocratiques pour en fait transformer, pervertir l'esprit des institutions. Et il parle beaucoup de la façon dont les citoyens, par leur lutte, essaient justement de réinvestir ces institutions. Je pense que c'est une question qui est vraiment posée. L'antidémocratie pose une question à la démocratie sur la manière dont justement nous pouvons refaire nôtres nos institutions par la vitalité démocratique. Tout à l'heure, Mathias nous disait les jeunes s'engagent mais hors des institutions. Le livre d'Amit Bozarslaw nous explique comment nous devons aussi réinvestir les institutions. Mathias Fekl. Je conseille la lecture du livre de notre ami et collègue David Jez, Le nouveau modèle français, qui est un ouvrage passionnant et qui me semble une excellente prolongation du débat aujourd'hui et du livre que nous avons évoqué. Le diagnostic n'est pas si distinct. Et ensuite, il y a toute une série de propositions pour construire à la fois un nouveau récit français et un nouveau modèle français dans l'Europe, dans la mondialisation. C'est un livre sans déni, c'est un livre sans facilité, au contraire avec beaucoup d'exigences, qui dit ce que peut faire le privé, ce que peut faire le public, ce que peut faire chacun d'entre nous. Et c'est la contribution d'un jeune et brillant esprit que je conseille vraiment à l'approche des grands débats de l'année prochaine. Lionel Zinsou. Alors, le 27 octobre, le président de la République française va au musée Jacques Chirac du quai Branly présider la cérémonie de restitution de 26 œuvres à la République du Bénin. Et dans les jours qui suivent, et pendant une semaine, le public est invité. C'est toujours très agréable d'aller au musée du quai Branly. Donc, j'invite le plus de gens possible à venir voir la mise en avant de ces objets et l'explication de l'histoire de ces objets. Pourquoi, comment ils ont été pillés, comment et pourquoi ils sont restitués. Et donc, voilà, c'est une occasion d'aller voir des représentations royales, des représentations symboliques du pouvoir royal, des représentations du vaudou, et 26 œuvres, la fin d'une controverse majeure, juste pour rassurer les gens qui pensent que cela va vider les musées français, il va rester tout de même dans les réserves du musée Jacques Chirac 360 000 objets. Donc ces 26 sont limités à 359 974, mais on va certainement aller plus loin. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que le musée de Tervuren, très important pour les arts premiers tribaux du Congo, en Belgique, a maintenant un programme également de reconstitution, comme ils disent, des collections africaines. Même chose pour les musées allemands, même chose pour le British Museum, c'est-à-dire quelque chose qui était une revendication très, très émotionnelle et très importante des peuples, tous les peuples amérindiens, du Mexique, de la Chine, demandant qu'on lui rende le produit du sac du palais d'été de Pékin, de la Corée, de la Grèce, qui pleure ses frises du Parthénon volées cyniquement par Lord Elgin. C'est quelque chose qui avance considérablement et où la France a eu un petit effet d'impulsion par le retournement de la position du président de la République sur cette question et l'idée de faire droit avec considération au peuple qu'on avait spolié. Voilà, on peut aller voir physiquement et comprendre l'explication et dire adieu donc à ces au musée Jacques Chirac. Au musée Jacques Chirac. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voulais faire ma brève du livre dont on a parlé tout au long de l'émission, donc j'arrête, parce que j'ai été un peu à l'origine. Je voulais proposer ce que ce livre m'avait intéressé, mais comme on en a parlé tout le temps. Alors je vais faire une brève un peu tardive, mais à laquelle que je ressens très profondément, qui est l'éloge de Monsieur Germain. Je pense que la mort du dernier compagnon de la Libération a été pour moi et pour mes collègues d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Nous avons rendu un hommage au sein de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, puisque nous siégeons ensemble pour étudier les problèmes australiens, des sous-marins australiens. Et c'est quelque chose qui est, je crois, partagé par beaucoup de mes collègues. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'il y a de formidable chez Germain,
c'est le sens de ce qu'est l'action politique. C'est un homme... Alors, il est excessif de parler d'héroïsme, pas dans son cas, mais les hommes politiques ne sont pas des héros. Ils devraient essayer de tendre à l'héroïsme, mais la politique, c'est le risque. C'est le risque physique, c'est le risque moral, c'est le risque intellectuel. C'est aussi parfois le risque juridique. C'est l'acceptation de la lutte et pas simplement du respect un peu gnangnan qui caractérise le débat actuel. Et je crois que la façon dont Hubert Germain a géré sa vie, moi je l'ai connu quand j'étais jeune gaulliste de gauche, que j'écrivais dans la revue des gaullistes de gauche qui était Notre République, qui était une revue formidable où il y avait tous les cinglés de la création qui étaient tous assez géniaux, qui se réunissaient. C'était vraiment un bonheur, j'en faisais partie évidemment. Et je l'ai connu comme député, etc. Pas très bien, mais j'ai participé à des meetings avec lui. Et derrière ça, il y avait quand même cette idée profonde que je crois les hommes et les femmes politiques devraient comprendre s'ils veulent retrouver le chemin d'une relation vraie avec le public, c'est qu'un homme politique n'est pas un fonctionnaire élu. Merci, je remercie aussi Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique que vous pouvez trouver sur notre site, Nicolas Tourneau qui s'occupe précisément de ce site et de sa mise à jour constante, Olivier Magloire qui veille aux plateformes de financement, Thibaut Delage qui a enregistré aujourd'hui cette émission au studio de l'Arrière-Boutique, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent. Je vous donne rendez-vous pour un Nouvel Esprit Public la semaine prochaine et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à l'émission en public à l'école alsacienne du 7 novembre et vous pouvez également vous rendre sur la rubrique Soutenez-nous, ne vous en privez pas. Merci, à la semaine prochaine.